À quoi peut-on reconnaître la jeunesse et la vitalité d'un peuple? Est-ce seulement par des caractéristiques démographiques, comme le nombre d'enfants par famille par exemple, ou par le vieillissement ou non de la population, ou bien plutôt par un certain esprit, par une certaine façon d'être au monde qui ne va pas de soi? Si la vieillesse consiste en effet principalement à regarder derrière soi et à se faire le chroniqueur de son propre passé, la jeunesse ne se caractérise-t-elle pas en revanche par un certain élan, par un désir de se mesurer à son destin? Appliqué à la vie des peuples, on pourrait dire qu'un peuple jeune est un peuple encore capable de prendre des risques, de se jeter à l'aventure et qui ne considère pas que la marche de sa destinée est déjà réglée d'avance. C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec Arthur Müller-van den Bruck et ses réflexions sur les peuples jeunes. Le déclin de l'Europe est un thème récurrent, angoissant, obsédant même, quand on songe au peu de réactivité des pays d'Europe de l'Ouest face aux dangers qui les menacent. À croire d'ailleurs que ces pays ne connaissent pas de danger, mais seulement quelques problèmes de gestion que tel ou tel manager remportant l'élection pourra régler. À croire que les idées de ces pays sont désormais cristallisées dans une certaine vision du monde, inamovible, que rien ne semble pouvoir faire vaciller, un peu à la manière d'une vieille personne qui a des idées bien arrêtées sur certains sujets. Pourtant, certains peuples en Europe même ne semblent pas vouloir se laisser dicter leur conduite et se cherchent peu à peu une place particulière dans la marche du monde. On songe naturellement aux pays d'Europe centrale et de l'Est, libérés depuis quelques décennies maintenant du joug soviétique, ou plus récemment encore à l'Ukraine et à la résistance dont elle fait preuve dans le conflit tragique qui l'oppose à la Russie. Quoi que vous pensiez d'ailleurs de ce conflit, quel que soit le parti que vous preniez, quelles que soient vos raisons, je pense que peu de gens imaginent une telle résistance et une même détermination chez nous si nous étions plongés dans les mêmes circonstances. On peut évidemment analyser cette différence de bien des manières possibles, mais cela m'a donné personnellement envie de me référer à une distinction opérée au début du XXe siècle par un penseur allemand de l'entre-deux-guerres, Arthur Müller-van den Bruck, à savoir la distinction qu'il faisait entre peuple jeune et peuple vieux. Müller-van den Bruck est une figure majeure de ce courant intellectuel qu'on nomme la révolution conservatrice allemande et dont j'ai déjà un peu parlé dans certaines vidéos. Il s'agit d'une figure malheureusement assez peu connue en France et qui a néanmoins beaucoup compté pour moi dans ma formation intellectuelle. C'est pourquoi j'aimerais le faire découvrir à un public un peu plus large à partir des idées qui me semblent les plus intéressantes. Pour cela, je lui consacrerai donc deux vidéos. Celle-ci tout d'abord consacrée à la distinction entre peuple jeune et peuple vieux à partir de son ouvrage Das Recht der jungen Völker, le droit des peuples jeunes, et une seconde vidéo qui sera disponible sur mon espace privé à partir de son ouvrage majeur Das Dritte Reich, un livre au titre éminemment sulfureux comme vous pouvez vous en douter, et sur lequel je dirai déjà, et à propos duquel je dirai déjà quelques mots dans cette vidéo pour lever certaines équivoques. Un livre qu'il faudrait plutôt traduire par le Troisième règne ou le Troisième Empire, et qui est un ouvrage fondamental car c'est dans celui-ci qu'il développe une vision du monde proprement révolutionnaire conservatrice. Comme Müller-van den Bruck est assez peu connu et que sa vie intellectuelle offre pourtant un éclairage capital sur sa pensée, je vais prendre le temps, dans cette vidéo, dans une première partie, de vous parler de sa vie, de l'évolution de sa pensée, avant d'aborder dans une seconde partie la question plus spécifique des peuples jeunes. Comme le disait son épouse, en effet, après sa mort, tenter de savoir qui fut Müller-van den Bruck, cela revient réellement à adresser une question à la destinée allemande. Commençons donc par une première partie biographique. Arthur Müller-van den Bruck est né à Zollingen, en Westphalie, le 23 septembre 1876.
Son père, Ottomar Victor Müller, architecte dans l'administration royale de Prusse, était un grand admirateur d'Arthur Schopenhauer, ce qui le conduisit certainement à donner à son fils le prénom de l'auteur du monde comme volonté et comme représentation. Et sa mère, Elise van den Broek, femme d'une grande beauté et d'une grande sensibilité artistique, était d'origine espagnole et néerlandaise comme son nom l'indique. Enfant et adolescent mélancolique, le jeune Arthur est élevé dans un milieu protestant. Cet adolescent, que l'on décrit comme toujours pensif et souvent rêveur, avec une grande tendance à la mélancolie et doté d'une intelligence perçante et d'un idéalisme irrépressible, cherche constamment conseil et force auprès de Nietzsche, qui sera toujours une de ses plus grandes inspirations. Le jeune homme, bien que brillant, sera un élève difficile et rebelle, au point de quitter le lycée 3 ans avant l'Abitur, l'équivalent du baccalauréat en Allemagne. Rebuté par la routine scolaire, son désir était de fonder son savoir sur des voyages plutôt que sur des livres. Commencent alors les Wanderjahre, les années de voyage et de déambulation. S'il s'inscrira plus tard à l'université de Leipzig, c'est principalement comme autodidacte qu'il se forme, dans des cafés littéraires, au théâtre et dans les ateliers de peintres d'avant-garde. En 1896, à 21 ans, Müller van den Broek épouse Hedda Maas et emménagent tous deux à Berlin. Doué en langue et parlant couramment le français, l'anglais et plus tard le russe, Müller et sa femme se lancent dans une série de traductions des classiques de la littérature anglaise et française pour vivre. Ils traduisent tous deux par exemple les œuvres de Daniel Defoe, de Baudelaire, de Barbey d'Aurevilly, de Maupassant, de Thomas de Quincey ou d'Edgar Poe. S'il n'aime pas beaucoup la capitale du Reich et qu'il n'a que mépris pour le pathos bourgeois et national de la société wilhelminienne, son philistinisme comme dirait Nietzsche, c'est là qu'il prend véritablement part à la vie politique et surtout littéraire de son temps. En 1902, il publie un livre, Das Variété, ainsi que Die moderne Literatur, rassemblant 10 monographies consacrées à des auteurs dont le talent a été consacré depuis, comme Gerhard Hauptmann par exemple, Stefan Georg, Hugo von Hofmannsthal, Peter Altenberg, Franz Wedekind, Richard Demel ou encore par exemple un écrivain polonais comme Stanisław Przybyszewski. À cette époque de sa vie, on ne peut pas dire que Müller van den Broek possède encore une véritable vision politique du monde, si ce n'est qu'il est profondément nietzschéen et qu'il considère le Zarathustra comme le plus grand livre du siècle. Nietzsche est pour lui le génie qui, par son vitalisme philosophique, a définitivement rompu avec le passisme réactionnaire et qui a vu dans l'art un moyen de régénérer la société tout entière. Des thèmes que Müller développera par la suite dans son œuvre. C'est pourquoi Müller van den Broek ne peut absolument pas être décrit comme un passéiste ou un réactionnaire. Au contraire même, il n'hésitera pas à faire l'éloge de l'avant-garde en architecture et en peinture en ce début de siècle et à faire l'éloge de tous les courants novateurs dont il est le contemporain. À l'opposé du Kulturpessimismus, du pessimisme culturel qu'on peut retrouver chez un Oswald Spengler par exemple, Müller voit même dans la modernité une promesse d'avenir pour les hommes de génie qui s'opposeront à la médiocrité de la masse par leur imagination poétique. Néanmoins, à la fin de cette même année 1902, Müller quittera précipitamment l'Allemagne pour la France afin d'échapper au service militaire. La bureaucratie wilhelminienne ainsi que la vie de la caserne le dégoûtent en effet profondément, ce qui ne l'empêchera pourtant pas de s'engager dans l'armée allemande quand éclatera la Grande Guerre de 14, 12 ans plus tard. Il se sépare également de sa femme au même moment, qui se mariera avec Herbert Eulenberg, un jeune auteur dramatique allemand. La vie parisienne lui permet alors de rencontrer de nouveaux grands artistes, comme le peintre norvégien Edvard Munch, mais elle lui apporte 2 révélations essentielles. Tout d'abord une prise de conscience de sa germanité dans ce pays étranger, et ensuite la découverte de l'univers russe. Sa germanité tout d'abord. C'est lors de ces 4 années parisiennes que Müller commence en effet à s'affirmer nationaliste, non pas dans un sens chauvin ou pan-germaniste qui le rebute fortement, mais plutôt dans le sens d'une solidarité spirituelle avec la culture et le pays dont il est l'héritier. Il va alors écrire une vaste fresque littéraire retraçant la vie des grands personnages de la culture allemande à la manière de Plutarque et de ses hommes illustres. Entre 1904 et 1907 paraîtront 8 volumes au total intitulés Die Deutschen, les Allemands, une œuvre dans laquelle on sent l'influence de Carlyle et d'Emerson. Ainsi qu'il l'écrira à un ami, « Je me consacrais alors à des choses toutes différentes. La vie remplaçait la littérature. J'étais un Allemand vivant à l'étranger. Je vivais les différences entre les nations. Je sentais que nous étions à la veille d'une grande confrontation. Le résultat en fut Die Deutschen, une œuvre à valeur éducative qui devait inculquer une conscience nationale à une nation, une œuvre qui analysait l'histoire pour en dégager une mission. »
Mais ces années parisiennes sont aussi celles au cours desquelles il se familiarisera avec le monde russe. Il rencontre Lucy Kerik, une jeune lettonne qui deviendra sa seconde épouse, et cette dernière le fait rencontrer Dmitri Merezhkovski, un poète et mystique russe sous l'influence duquel il découvre Dostoïevski. C'est alors une révélation pour lui. Il découvre notamment une critique profonde de l'occidentalisme ainsi qu'un sens inconnu du tragique. Il n'a plus alors qu'une volonté, faire découvrir Dostoïevski en Allemagne. Avec la sœur de son épouse, Elisabeth Kerik, il entreprend pour la première fois de traduire les œuvres complètes de Dostoïevski en allemand, un travail monumental. Ces œuvres complètes paraîtront en 22 volumes de 1905 à 1915, créant ainsi l'engouement pour Dostoïevski en Allemagne avec d'immenses succès de librairie. Par cet immense exploit intellectuel, Müller-Vandenbruck ne sera pas tout à fait étranger à l'immense fascination que Dostoïevski exercera sur la jeunesse allemande de l'entre-deux-guerres et que la Russie de l'écrivain incarnera pour tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans les valeurs occidentales un pôle de référence, une direction et une option politique censée offrir un modèle de rechange face à la décadence occidentale. Mais après avoir passé 4 ans à Paris, Müller et sa femme partent pour l'Italie, un voyage qui marquera un nouveau tournant dans son œuvre. En découvrant l'Italie et ses richesses artistiques, Müller se consacre désormais à l'étude des styles spécifiques à chaque peuple. Les peuples, pense-t-il en effet, possèdent tous leur propre vie intérieure qui s'incarne dans un style national homogène. Fidèle au Nietzsche de la première considération inactuelle, la culture, répète-t-il, est avant tout l'unité du style artistique dans toutes les expressions vitales d'un peuple. Il écrit alors un gros ouvrage illustré, intitulé « Die italienische Schönheit », la beauté italienne, consacré à l'art, à la culture et à l'histoire italienne. S'ensuivent d'autres voyages avec son épouse, en France, en Angleterre, puis en 1912 en Finlande, en Russie et dans les pays baltes, et en 1914 au Danemark et en Suède. Bien que devenu nationaliste allemand durant cette période, il reste très critique de la dynastie wilhelminienne au pouvoir en Allemagne. En 1913, quand on célèbre les 25 ans du règne de Guillaume II, l'esthète politique qu'est Müller-Vandenbruck publie dans la revue Die Tat un article particulièrement violent contre le mauvais goût de l'architecture officielle qu'il estime complètement dénuée de style, situation politique et esthétique ne faisant qu'un selon lui. Il n'en demeure pas moins que, lorsque la Grande Guerre éclate, il n'hésite pas un instant. Il interrompt brutalement son voyage en Scandinavie et retourne à Berlin. Contre l'avis des médecins et malgré une santé relativement fragile, il se porte volontaire comme Landsturmmann, comme soldat de la 2e classe et sera envoyé sur le front de l'Est. 2 ans plus tard, en 1916, il sera réformé en raison de troubles nerveux et sera affecté à Berlin au service de presse et de propagande de la section militaire des affaires étrangères. Müller-Vandenbruck a alors 40 ans et c'est là que sa vocation d'écrivain politique se confirme et que son style véritable se développe proprement. En plus de son travail de propagande, il écrit pour différents journaux ou revues de l'époque et il fait paraître également en 1916 ce qui est considéré comme un de ses meilleurs essais, Der preußische Stil, le style prussien, et qui se situe dans le prolongement de son essai sur la beauté italienne. Comme d'autres penseurs à l'époque, comme Spengler par exemple avec son livre Prussianité et socialisme, Müller y livre toute une méditation sur la Prusse et le prussianisme comme principe. Comme il l'écrit, le style libère, crée, concentre, confirme le destin, il réorganise l'existence là où le désordre a peut-être pendant longtemps régné en maître. Il établit alors dans son livre une distinction entre le mythe et le principe. Alors que le mythe est lié aux origines et sert à l'éveil des peuples, le style, lui, est avant tout un principe actif représentant une idée, une forme englobante qui permet de faire l'unité de plusieurs populations dans un même ensemble politique, de même que le prussianisme a associé des populations d'origine germanique et slave. Ainsi qu'il le note dès le début de son livre, la Prusse n'a pas de mythe, contrairement à l'Italie, et pourtant le prussianisme est un principe dans le monde. Les cultures des peuples s'éveillent à partir des mythes, elles se construisent en tant qu'État à partir des principes. À la fin de la guerre, le visage de Müller-Vandenbruck a changé. Le pur esthète s'est mué en un penseur politique. Comme l'écrit Alain de Benoît, l'ancien esthète fin de siècle, le contestataire aux semelles de vent, le Plutarque allemand des cafés littéraires, est devenu un véritable théoricien politique qui ne quittera plus l'Allemagne et va rapidement devenir un des auteurs les plus en vue de la révolution conservatrice. Müller prend alors la tête d'un cercle d'écrivains hostiles au communisme comme au libéralisme, nationalistes sans être nostalgiques de l'ancien régime,
incarnant un des courants les plus intéressants de la révolution conservatrice, appelé les Jungkonservativen, les jeunes conservateurs. À côté de ce cercle de Berlin animé par Müller-Vandenbruck, on trouve d'autres cercles Jungkonservatifs dans le monde allemand, avec Edgar Julius Jung à Munich par exemple, ou encore Ottmar Spann à Vienne, auteur du Der wahre Staat, l'État véritable. Müller et ses amis créent le club de juin, le Juni-Club, et lancent un hebdomadaire, Das Gewissen, qui atteint des tirages à 30 000 exemplaires en 1922. Les conservateurs ont voulu arrêter la révolution, il s'agit maintenant d'en prendre la tête, écrit Müller-Vandenbruck. C'est aussi en 1919, après le traité de Versailles, que Müller publie son livre Das Recht der jungen Völker, le droit des peuples jeunes, dont nous parlerons plus en détail dans la seconde partie de cette vidéo. Il est intéressant toutefois de rappeler dès maintenant que ce livre apparaît en plein milieu des polémiques et des vifs débats qu'avait provoqué la parution du Déclin de l'Occident d'Oswald Spengler, car les thèses de Müller vont apparaître pour beaucoup comme une alternative à la décadence fatale annoncée par Spengler. Comme l'écrira Hans Schwarz, Müller montrait à l'Allemagne, derrière sa détresse politique actuelle, la possibilité d'une nouvelle structure. Et à ce moment, il y eut en Allemagne une véritable résurrection. Désormais, nous ne nous sentions plus soumis à la loi du temps, comme les héros faustiens de Spengler. Ici, nous nous trouvions au contraire dans la stabilité de l'espace et découvrions derrière la constitution anatomique des peuples de nouvelles perspectives spirituelles. Müller nous enflamma, car il atteignait l'honneur là où il cherchait la foi, tandis que Spengler l'avait trouvé là où il pressentait la fin. Et peu à peu, toute une génération encore étourdie par les vues grandioses de Spengler se rangea du côté de Vandenbruck. Oswald Spengler accepta d'ailleurs de venir confronter ses vues avec celles de Müller-Vandenbruck au club de juin. Si de nombreux points les rapprochent indéniablement, leur différence d'approche demeure fondamentale. Müller, comme nous le verrons, ne partage pas les idées de Spengler sur la morphologie des cultures et ne croit nullement en l'inéluctabilité de la mort de ces mêmes cultures. À la vision cyclique de l'histoire défendue par Spengler, à l'image du cercle, Müller préfère l'image de la spirale. La régénération de l'histoire est toujours possible. Partout, il y a renaissance lorsqu'un peuple jeune, créateur, capable de culture et d'art, entre en contact avec l'Antiquité et en prend connaissance, écrivait-il déjà bien des années plus tôt dans Die Deutschen. Mais c'est en 1923 que paraîtra son ouvrage majeur, Das Dritte Reich, dont nous parlerons plus en détail dans la seconde vidéo consacrée à Müller. Toutefois, il convient de lever dès maintenant certaines équivoques. Le titre de ce livre, le Troisième Reich, comme on l'a souvent traduit en français, a donné lieu à des interprétations rétrospectives tout à fait incongrues, et il n'a au fond que peu à voir avec le régime qui portera ce nom une dizaine d'années plus tard. En vérité, Müller-Vandenbruck avait longuement hésité sur le titre de son livre. Il avait d'abord pensé au titre Die Dritte Partei, le troisième parti, Der Dritte Standpunkt, le troisième point de vue, ou encore Der Dritte Standort, la troisième voie, ce qui montre que le terme le plus important du titre est en vérité le mot troisième, Dritte. Comme d'autres penseurs, Müller souhaitait en effet lui aussi dégager une troisième voie au-delà du capitalisme et du marxisme, une sorte de synthèse qu'on pourrait atteindre en élevant les contradictions à un niveau supérieur. Mais nous parlerons plus en profondeur de ce thème dans la culture allemande et la signification qu'il faut lui accorder dans la pensée de Müller dans la seconde vidéo. Le fait est que Müller a très tôt regardé la naissance du parti national-socialiste avec beaucoup de distance. En 1922, il rencontrera Adolf Hitler, qui n'était encore qu'un agitateur en Bavière, au cours d'une soirée organisée par le club de juin. Mais Müller ne sera nullement séduit par le personnage et par ce qu'il nomme son primitivisme prolétarien. L'année suivante, après le putsch raté de la brasserie de Munich, Müller jugera sévèrement dans sa revue ce crime par imbécilité, comme il dit, Verbrechen aus Dummheit, et n'aura alors plus de contact avec Hitler par la suite. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, le livre de Müller-Vandenbruck, Das Dritte Reich, ne reçut pas l'accueil escompté dans un premier temps. La situation politique est même très mauvaise pour les Jungkonservativen, qui commencent à se disperser, et le club de juin, Juni-Club, devient le Herrenklub, en 1924. Müller refuse d'y participer, estimant que ce glissement réactionnaire est contraire aux principes fondamentaux du mouvement jeune conservateur. Le 30 mai 1925, Arthur Müller-Vandenbruck se donne la mort à l'âge de 49 ans. Les raisons exactes de ce suicide restent encore assez obscures de nos jours. On avance que, du fait de sa santé fragile et ses nerfs ayant été particulièrement affaiblis pendant la guerre, il fut victime d'une dépression nerveuse en 1925 dont il n'arriva pas à se remettre. D'autres suggèrent également
que, voulant éviter précisément de discréditer son école de pensée à cause de cette maladie qui l'aurait trop diminué intellectuellement, il voulut en finir. C'est ce que laissent penser les derniers mots qu'il a couchés par écrit « Ich rette unsere Sache », je sauve notre cause. L'écrivain français Thierry Molnier dira d'ailleurs très justement de lui « Müller-Vandenbruck était de la race de ceux qui préfèrent à la mort la victoire, et en mourant, c'est la victoire des siens qu'il prétendait assurer. Il n'a pas conçu son suicide comme une renonciation, mais comme une préparation, non comme une fin, mais comme un germe. Il a voulu qu'il fût une provocation à l'espérance et à l'émeute. » La fin des années 20 en Allemagne connaîtra par la suite un retour en force des idées de Müller-Vandenbruck et son livre Das Dritte Reich, qui avait d'abord connu un flop éditorial, exercera maintenant une grande séduction sur la nouvelle génération, au point que ce livre, en quelques années seulement, atteindra un tirage de plus de 100 000 exemplaires. Mais la prise du pouvoir par le Parti national-socialiste mettra peu à peu fin à l'influence des idées de Müller dans la société allemande. Ses archives seront d'abord confisquées, puis ses thèses combattues dans l'entourage d'Alfred Rosenberg, estimant que son point de vue sur les races, les peuples jeunes et sa sympathie pour les peuples slaves sont en contradiction avec la ligne du parti. Le verdict final tombera en 1939 avec une biographie d'Helmut Rödel qui condamnera toute référence à cet auteur. Il conclut en effet sa biographie ainsi « Müller-Vandenbruck n'est nullement le visionnaire et le prophète du Troisième Reich, mais le dernier des conservateurs. À partir de son univers politique, il n'existe pas de chemin menant à l'avenir allemand, parce qu'à partir de lui, il n'existe pas de chemin vers le national-socialisme. » Toutefois, malgré l'originalité de ses vues et malgré sa réhabilitation initiée grâce aux travaux d'Armin Mohler notamment, l'œuvre d'Arthur Müller-Vandenbruck demeure encore largement méconnue au début du XXIe siècle. Müller-Vandenbruck aurait pourtant encore beaucoup à nous apprendre aujourd'hui, car loin de n'être qu'un doctrinaire politique et dogmatique, il fut bien plutôt un théoricien à l'âme d'artiste, capable de faire appel à l'imagination et au cœur de ses lecteurs, scrutant les signes des nouvelles configurations politiques et culturelles à venir. Son œuvre et sa pensée constituent plus que jamais pour nous une exigence à ne pas nous laisser embrigader par certaines formes rigides de pensée décalées par rapport à notre temps historique, mais plutôt à redynamiser nos concepts et notre vision du monde afin de leur ôter leur rigidité stérile et inopérante. Maintenant que nous avons vu les grandes étapes de la vie intellectuelle de Müller-Vandenbruck, passons à l'examen de certains aspects de sa pensée, en particulier ses réflexions sur les peuples jeunes et vieux. S'il s'agit d'un leitmotiv récurrent, d'une lame de fond qui traverse la plupart de ses grandes œuvres, politiques comme esthétiques, c'est principalement dans son livre Das Recht der jungen Völker qu'il est le plus développé. Alors, ce livre est malheureusement un peu daté par bien des aspects, car ce livre est en partie un livre de circonstances, écrit après la Première Guerre mondiale, au moment des 14 points du président Wilson et dans le contexte de la création de la Société des Nations, mais je vais essayer de faire ressortir les éléments les plus pertinents pour nous aujourd'hui, au-delà des polémiques désormais dépassées du siècle dernier. Autant entrer directement dans le vif du sujet alors, qu'est-ce qu'un peuple jeune par opposition à un peuple vieux ? La première erreur que l'on pourrait commettre, ou la première confusion que l'on pourrait commettre en entendant ce vocabulaire, serait d'accorder à cette distinction un sens purement chronologique ou biologico-organique. Un peuple vieux aurait commencé plus tôt dans l'histoire, il serait plus âgé, alors qu'un peuple jeune, l'histoire d'un peuple jeune viendrait à peine de commencer. Ce serait vraiment commettre un contresens ici. Telle serait plutôt la vision des choses d'un Oswald Spengler, par exemple, contre lequel Müller s'inscrira en faux. Je vous en dirai quelques mots un peu plus loin dans la vidéo. Pour résumer les choses vraiment très simplement, un peuple est vieux ou jeune, selon Müller-Vandenbruck, par la façon dont il se comporte dans le monde. Je vais résumer cette idée vraiment par une phrase qu'il me faudra expliciter par la suite. Les peuples vieux ont des idées, les peuples jeunes ont des problèmes. Les idées sont les idées du passé, les problèmes sont les problèmes de l'avenir. Dit comme ça, cette formulation doit vous intriguer, je l'espère. Je vais donc passer un petit moment pour vous l'expliquer. Mais une fois que vous aurez compris cette opposition entre problèmes et idées, vous comprendrez naturellement cette distinction entre peuple jeune et peuple vieux. La vie d'un homme n'est pas arrêtée d'avance. Il ne peut pas vivre simplement comme un automate s'il veut que sa vie ait du sens. L'homme doit être capable de décision, de faire un choix parmi de multiples possibles. Comme le rappelait Heidegger, faisant référence à l'étymologie, l'homme
existe. Il existe, littéralement existere en latin, ce qui signifie se tenir en dehors de soi. L'homme a pour essence d'exister, disait-il, c'est-à-dire d'être décentré par rapport à un futur qui le tire à lui. L'homme est fondamentalement projet, c'est-à-dire projection de lui-même dans le futur. Or, si l'homme existe, il connaît la détresse, l'angoisse, les hésitations, et il en va de même à ce niveau supérieur qui est celui du peuple. Et c'est de ces situations de détresse que viennent ce que Müller nomme des problèmes. Les problèmes, dit-il, sont l'expression des nécessités qui nous entourent et qui doivent être résolues comme des tâches si les hommes veulent vivre. Or, chaque nouvelle époque, chaque nouvelle configuration historico-politique apporte son lot de nouveaux paradigmes et son lot de nouveaux problèmes. Ces problèmes sont ensuite résolus par les différents peuples de manière différente selon leur histoire et leur vision du monde qui leur sont propres. Et c'est dans la résolution des problèmes que naît la dialectique entre idées et problèmes. Les idées sont en quelque sorte la cristallisation de la façon dont les problèmes furent résolus. Les idées, dit-il, sont des concepts abstraits par lesquels les hommes résument leurs problèmes en se tournant vers le passé, problèmes qui ont été résolus lorsqu'ils se tournaient vers l'avenir. Et c'est là que la distinction s'avère intéressante. La jeunesse consiste à regarder vers l'avenir à travers des problèmes, un avenir qui n'est pas encore assuré, alors que la vieillesse consiste à regarder le passé à travers des idées, qui ne sont que la façon dont la résolution des problèmes est résumée. La jeunesse a des idéaux, les idéaux sont éternels, ils aident à traverser les épreuves, alors que la vieillesse n'a que des idées qui sont des anciens problèmes fossilisés. Les idées sont toujours d'anciens problèmes, en quelque sorte. De même que Prométhée est plus ancien que Platon, les problèmes sont plus anciens que les idées. Au commencement était l'interrogation, écrit Müller-van den Bruck, qui termine par une superbe formule, qui fait l'éloge des idées, fait l'éloge de l'histoire telle qu'elle s'est faite, et qui nie les problèmes, nie l'histoire telle qu'elle se fait, l'histoire qui devient. Et voici comment Müller-van den Bruck résume admirablement cette distinction. Les idées sont des problèmes déjà résolus, et peut-être même des idées manquées lors de la solution. Ce sont des schèmes et des poncifs provenant d'anciennes positions et solutions de problèmes surannés. Les idées sont, sous forme de reflets conceptuels, le résumé d'une évolution parachevée. Les problèmes, au contraire, sont un combat dans l'incertain. Les problèmes sont une avancée dans l'avenir que l'on entreprend pour l'amour du présent. Les problèmes sont une vaste interrogation entre divers contraires qui incitent impérieusement à prendre une décision. Les idées renvoient à ce qui est derrière nous, les problèmes renvoient à ce qui est devant nous. Les problèmes se reposent toujours de façon totalement nouvelle et différente d'époque à époque et sont résolus de façon différente de peuple à peuple. Cependant, et c'est là que ça nous intéresse, seuls des peuples jeunes, pour Müller-van den Bruck, sont capables de résoudre de nouveaux problèmes. Les peuples vieux se contentent de répéter leurs idées à l'envi, se contentent de toujours donner les mêmes vieilles réponses aux nouveaux problèmes qui surgissent. Et à son époque, Müller prenait comme exemple type de peuple vieux la France et l'Angleterre, comme exemple type de pays qui se contentent de se reposer sur leur héritage culturel, certes colossal, pour se dispenser de repenser leur rapport au monde. Les Français, faisait observer Müller-van den Bruck, les Français ne semblent pas remarquer la pauvreté qu'il y a à toujours se réclamer des idées de la fin du XVIIIe siècle. N'a-t-on donc plus pensé en France depuis ce temps-là, demande-t-il. Ce n'est pas que Müller-van den Bruck rejette absolument les idées du XVIIIe siècle et des Lumières, bien qu'il soit très critique de celles-ci. Après tout, ces idées correspondaient aux problèmes que posait leur époque, et à l'époque, ils constituaient une réponse crédible. Ce qu'il leur reproche avant tout, c'est d'être devenus des idées fossilisées et stériles que les Français brandissent à la moindre occasion devant chaque nouvelle question. Il n'y a plus aucun effort à faire. Liberté, égalité, fraternité sont les bonnets phrygiens dont les Français se coiffent à la moindre occasion. Perclus de ces vieilles idées, les peuples vieux méconnaissent alors les problèmes des peuples jeunes et vont jusqu'à refuser bien souvent de reconnaître la nécessité qui les opprime. Les peuples vieux, dans l'impuissance dans laquelle ils se trouvent, utilisent bien souvent leurs propres idées pour remplacer les nouveaux problèmes que pose notre temps.
Et on le voit aujourd'hui encore, si on garde la France comme exemple, qu'est-ce que ce pays a à proposer face aux enjeux de notre temps, que sont par exemple ce qu'on appelle un peu pudiquement la société multiculturelle ou le bouleversement démographique, le réveil de l'islam dans le monde arabo-musulman par exemple, ou encore, pourquoi pas, les multiples dévastations écologiques de notre temps. Toujours les mêmes vieilles rengaines sur les valeurs de la République, les idéaux des Lumières, liberté, égalité, fraternité, ou encore le vieux contrat social du XVIIIe siècle. Mais le pire pour Müller-Van den Bruck n'est même pas tant que les peuples vieux ne soient pas capables de faire face aux nouveaux problèmes, mais qu'ils nient le droit des peuples jeunes à formuler de nouvelles réponses qui deviendront par la suite de nouvelles idées. Et le premier conflit mondial est en grande partie analysé par Müller comme un conflit opposant des peuples vieux, comme la France et l'Angleterre, sûrs de leurs idées philosophiques et économiques, et des peuples jeunes, cherchant une place ou une voie qui leur soit propre dans le monde. Pour les peuples vieux, leurs idées doivent être garanties et devraient valoir une bonne fois pour toutes. Et c'est pour cette raison que Müller-Van den Bruck, ainsi que d'autres penseurs révolutionnaires conservateurs, estimaient que ces idées à l'origine progressistes, ou qui du moins prenaient le mot progrès comme étendard, sont devenues et deviennent en vérité rétrogrades parce qu'elles cherchent désormais à enfermer, à figer la croissance de toute nation proposant une voie alternative. Et c'est pourquoi Müller écrivait ceci. Dans un combat final que se livrent les peuples vieux et les peuples jeunes, pour savoir de deux époques, l'une qui s'en va et l'autre qui vient, laquelle verra sa domination durer le plus longtemps, les idées des peuples vieux devraient l'emporter une fois encore. Le rationalisme des Lumières n'a été en définitive qu'une grande imposture que la pensée humaine a échafaudée d'elle-même au sujet de son propre champ d'application. Il est devenu une illusion que la raison s'est faite à elle-même en faisant d'elle-même une fin en soi et en prenant toute idée tombée du logis du cerveau pour une loi universelle, alors qu'elle n'est qu'un moyen de penser. Il est devenu une dégénérescence de la raison, comme les académies sont des dégénérescences des centres de civilisation, comme les confessions peuvent devenir des dégénérescences des religions. La pensée des Lumières, elle aussi, était à l'origine un problème. Elle était un compte-rendu que l'intelligence se faisait sur l'homme. Les valeurs du rationalisme des Lumières se situent toutes à ses débuts, là où elles ont été jadis, elles aussi conquises de haute lutte, chez Descartes, chez Montesquieu et encore chez Rousseau. Mais plus les problèmes se sont changés en une idée, et non pas même en une idée, mais en une doctrine, plus on s'est écarté de la prouesse de Descartes. La pensée des Lumières n'a donné en définitive qu'une réponse unique à toutes les questions, celle du même rationalisme qui ne veut reconnaître aujourd'hui qu'une solution unique à toutes les situations de tous les peuples, une forme unique de constitution, une façon unique de rendre les hommes heureux, une sociologie, une idéologie unique, à savoir la sienne. Les idées des Lumières ont été à l'origine des idées de la vérité, de l'équité, du droit. Aujourd'hui, elles ne sont plus que formules sans contenu, et les mêmes idées de 1789, au nom desquelles on a proclamé les droits de l'homme, et à partir desquelles le 19e siècle a amassé un droit des gens qui devait avant tout tourner à l'avantage des peuples vieux, ces idées sont défaillantes face aux droits des gens qu'invoquent les peuples jeunes. Les idées des Lumières se sont éloignées toujours davantage de leur image originelle, perdant leur plasticité première pour ne plus subsister aujourd'hui qu'à l'état de caricature. Dans la mesure où les idées sont devenues de plus en plus des formules de propagande, ajoute Müller, elles ont cessé d'être des problèmes. Elles sonnent désormais creux. Les peuples jeunes, ainsi que les jeunes gens des peuples vieux, cherchent désormais à se rattacher à une pensée plus en adéquation avec notre époque. Cela n'exclut pas, ajoute-t-il toutefois, qu'il faille parfois reprendre à notre compte certaines idées de la philosophie des Lumières, mais des idées qu'il s'agit alors de penser jusqu'au bout, des idées qui, pour nous, doivent à nouveau devenir des problèmes. À un monde d'idées qui renvoie vers ce qui est derrière nous, écrit-il, nous opposerons un monde de problèmes qui indique ce qui est devant nous. L'affrontement entre peuples jeunes et peuples vieux est un affrontement d'idées et de problèmes, c'est un affrontement spirituel. Si vous connaissez un peu la philosophie d'Oswald Spengler, vous pouvez d'ores et déjà deviner quels sont les points d'accord et de désaccord entre eux. Comme vous le savez certainement, Oswald Spengler faisait une distinction dans la vie des hautes cultures entre la Kultur et la Zivilisation. La Kultur désigne la phase initiale d'une haute culture,
qui est marqué par la ruralité, par la religion, par la volonté de puissance, la vitalité, les instincts, la démonstration des instincts ascendants, alors que la civilisation marque la phase ultérieure et finale d'une grande culture et qui est caractérisée par l'irréligion, l'intellect purement rationnel, par la mécanisation de la vie, en bref par la fossilisation de la culture. Si on regarde les choses uniquement de cette manière, la distinction de Müller entre peuple jeune et peuple vieux rappelle assez fortement la distinction spenglerienne entre Kultur et Zivilisation. Les peuples jeunes correspondent à la Kultur et les peuples vieux correspondent à la Zivilisation. Néanmoins, là où il y a une opposition radicale entre les deux hommes, c'est que Spengler voyait dans cette évolution une évolution organique inévitable. De même qu'un individu passe successivement par l'enfance, la maturité et puis la vieillesse et enfin la mort, les mêmes cultures suivent ces mêmes étapes sans qu'il soit possible d'y remédier et de changer quoi que ce soit. Or, pour Müller, cette distinction entre peuple jeune et peuple vieux n'est pas à comprendre dans un sens chronologique, comme je vous l'ai dit. L'histoire des peuples ne suit pas de développement logique. L'histoire, dit-il, est histoire de ce qui ne se calcule pas. Il peut toujours y avoir commencement ou recommencement. Un peuple est vieux quand il croit avoir réalisé sa mission, quand il croit avoir atteint son point de perfection, qui est une croyance qui trahit au fond un profond sentiment d'épuisement. Un peuple est jeune, à l'inverse, quand il a le sentiment de n'être pas encore complètement achevé, quand il a le sentiment que ses possibilités sont encore immenses et prêtes à se déployer dans l'histoire. Pour cette même raison, Müller fut amené, ce qui est intéressant pour nous, à développer même une critique de la philosophie de Maurice Barrès, qui entendait fonder sa politique sur la terre et les morts. Une entreprise qui dénote une fois encore, pour Müller-Van den Bruck, d'une philosophie de l'histoire d'un peuple vieux qui n'a plus d'autre ressource que de s'appuyer sur une tradition achevée et close. Cela n'implique évidemment pas un rejet de la tradition en tant que telle pour Müller, mais seulement un rejet de la tradition comme rigidification de la culture, un rejet de la tradition comme convenance qui va de soi et qui n'est jamais interrogée. Les peuples jeunes, écrit-il, redonnent un contenu nouveau aux idées dépassées. Les concepts politiques retrouvent grâce à eux leur sens originel. Pour eux, la tradition n'est pas convenance, mais genèse. Ce qui a conduit à une décomposition chez les peuples vieux devient complémentaire chez les peuples jeunes afin de parvenir à une nouvelle fusion. C'est pourquoi les peuples jeunes, qui ont eux-mêmes une volonté de bâtisseurs, comprennent la valeur d'une structuration et savent faire la différence entre celle-ci et la non-valeur de la simple tradition banale. Ils n'ont pas le sens impressionniste des peuples vieux qui poussent ces derniers à se sentir au mieux dans la jouissance de ce que procure l'habitude. Ils ont le sens architectural de l'homme créateur qui attache sa vie à une œuvre qui n'existait pas avant lui, mais qui présuppose nécessairement pour pouvoir perdurer des fondements et une solide connexion avec la terre, connexion issue du passé pour aller jusque dans l'avenir. Un peuple doit avoir quelque chose à créer au-dessus de lui s'il ne veut pas retomber au-dessous de lui-même. Quand un peuple préfère se reposer sur ses acquis plutôt que de risquer sa destinée à de nouvelles aventures, alors on peut dire qu'il est vieux au sens de Müller-Van den Bruck. Évidemment, cette distinction, ces réflexions de Müller-Van den Bruck sont redevables à la fois aux écrits de Nietzsche sur le dernier homme notamment, qui est une autre allégorie de l'homme type des peuples vieux, et redevable aux écrits de Dostoïevski contre l'Occident. Müller-Van den Bruck refuse l'avènement du dernier homme qui ne cherche que son confort matériel certes, mais surtout son confort intellectuel, et c'est pourquoi il a énormément d'admiration pour les peuples jeunes qui sont encore capables, selon lui, de sortir des clôtures où on cherche à les enfermer. En soi, aucun peuple n'est jeune ou vieux, écrit-il. La jeunesse d'un peuple peut être un commencement ou un renouvellement, ou les deux. Maturité ou récolte, jour qui est venu et temps qui s'est accompli. Un peuple devient jeune en agissant jeune.
en agissant à partir du monde qu'il trouve dans le monde qu'il crée lui-même. Il émerge parmi les peuples lorsqu'il a accumulé en lui des forces suffisantes qu'un vieux peuple ne peut plus rassembler pour s'imposer contre la volonté, la mauvaise volonté, la non-volonté d'autrui. La vieillesse d'un peuple est un héritage, c'est la possession, la satiété et la jouissance, c'est la réputation et la gloire héritée. La jeunesse d'un peuple, c'est être prêt, c'est être en attente, c'est avoir le droit de s'imposer. Il existe des signes infaillibles de la jeunesse d'un peuple, qui vont du biologique à l'idéologique et à nouveau du spirituel à l'économique. La croissance, la volonté d'avoir des descendants, le courage de multiplier les enfants par 10 annoncent un peuple jeune. Par la surpopulation, les jeunes peuples ont l'habitude de trahir leur présence, tandis que les anciens peuples font comprendre par la sous-population que leur force vitale, qui était leur droit à la vie, s'affaiblit peu à peu. Les jeunes peuples réfutent Malthus, tandis que les vieux peuples le confirment. Ils le réfutent bien que leur croissance semble d'abord les empêcher de vivre. Mais ils le réfutent exactement de la même manière qu'ils réfutent Bentham, l'utilité et la morale sur laquelle s'accordent les hommes de tous les peuples vieillissants, la capacité de sacrifice et l'éthique des peuples qui peuvent encore se gaspiller, même si le gaspillage ne semble pas leur apporter davantage au départ. Mais ce sont justement eux qui ont l'économie pour eux, et donc la plus grande audace et le plus grand chiffre d'affaires. Le plus grand pouvoir d'achat que les jeunes peuples ont tendance à déployer est déjà un premier signe économique certain par lequel l'idéal pionnier des jeunes peuples se distingue de l'idéal rentier des vieux peuples qui, avec une moindre envie d'entreprendre, ne cherchent qu'à conserver et à gérer, à stocker avec une économie craintive, à multiplier mécaniquement et brutalement ce qu'ils possèdent. Un peuple est jeune parce qu'il agit comme tel donc, et non seulement parce qu'il est né de la dernière pluie. L'âge biologique a son importance, certes, mais l'âge mental et sa rétivité plus encore. Et il en va de même pour les individus, après tout. Combien de jeunes gens ne sont-ils pas infiniment vieux par leur esprit et par les buts médiocres qu'ils poursuivent dans leur vie? Et de même, n'a-t-on pas également la chance de rencontrer bien souvent des personnes âgées qui sont infiniment plus jeunes par leur vitalité débordante? La décadence n'est donc pas un fait inéluctable pour Arthur Müller-Van-den-Broek, pour peu que nous soyons capables, à l'instar de Nietzsche, d'abattre les vieilles idoles qui empêchent la vie de se déployer et de pousser ce qui doit tomber. Une nation peut perdre son énergie et devenir vieille, se civiliser selon les termes de Spengler, mais elle peut aussi inverser ce processus, se régénérer et renaître dans une génération plus jeune. Refusant également la classification des civilisations proposée par Oswald Spengler, Müller-Van-den-Broek récusait l'appartenance de son pays, l'Allemagne, à la dite civilisation occidentale. À cet égard, Müller-Van-den-Broek était déjà d'une certaine façon bien plus proche des idées que développera Guillaume Fay bien des décennies plus tard dans L'Occident comme déclin, dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Müller-Van-den-Broek préconisait bien plutôt de nous tourner vers l'Europe de l'Est pour nous ressourcer auprès de valeurs différentes de celles de l'Occident libéral héritier des Lumières, un tropisme russophile qui lui vient de sa découverte de Dostoïevski, comme je vous l'avais dit. Et à cet égard, dans cette perspective müllerienne, les peuples d'Europe centrale et d'Europe de l'Est offrent aujourd'hui encore une jeunesse brute qui ne demande qu'à se développer et à mûrir. Regarder vers l'Est, disait Müller-Van-den-Broek, élargit notre horizon de la moitié du monde. Les peuples vieux de l'Europe de l'Ouest, vieux dans le double sens cette fois de sages et de sclérosés, ont une double raison de s'intéresser aux peuples d'Europe de l'Est, si on cherche à prolonger les réflexions de Müller-Van-den-Broek jusqu'à nos jours. Nos peuples sont en effet vieux, comme on l'a dit, dans le sens qu'ils s'appuient sur des idées sclérosées, sur un logiciel dépassé, pour reprendre une métaphore informatique à la mode, sur un logiciel dépassé qui n'est plus en phase avec les problèmes de notre temps. Et à cet égard, la vitalité des peuples d'Europe de l'Est qui sortent progressivement du sommeil dans lequel les vieilles idées soviétiques les avaient plongés, bien la vitalité de ces peuples leur apporterait une cure de jouvence. Mais nos pays sont également vieux dans le sens plus respectable qu'ils ont amassé au cours de leur histoire un trésor culturel sans pareil dans l'histoire et qu'il convient de faire fructifier pour un renouvellement de notre civilisation. Il est temps désormais de développer une nouvelle vision du monde qui ne repose pas uniquement sur les idées occidentales héritées des Lumières, mais qui soit désormais plus en phase avec la réalité de notre continent. Et à cet égard,
Les mots de Müller-Vandenbrouck, écrits à la fin de la Première Guerre mondiale, ont gardé toute leur pertinence. « C'est l'Europe qui est aujourd'hui notre souci », écrivait-il. « Nous ne voulons pas sortir de la guerre dans laquelle l'Angleterre a triomphé du continent, comme les Grecs sont sortis de la guerre du Péloponnèse, à l'époque où la Macédoine était en train de conquérir la prépondérance, mais seulement pour la céder à Rome, laquelle correspondrait aujourd'hui à l'Amérique. Nous ne voulons pas mener une existence misérable alors que nous disposons des dons les plus riches, une vie de petits États condamnés à mourir dans leur isolement parce qu'ils ne trouvent pas la pensée qui mène à la vie. Nous voulons reconstruire l'Europe comme un édifice doué d'une architecture. Nous ne le pouvons que si nous partons d'abord des ensembles que la guerre mondiale a dû laisser subsister et dont elle a élargi les possibilités que les anciennes puissances n'avaient pas comprises pour créer des possibilités nouvelles qui sont maintenant remises entre les mains de peuples aux forces jeunes. L'Europe est aujourd'hui une réalité factuelle dans le monde. Les nations qui, il y a peu encore, formaient l'Autriche, sont situées le long d'une route de peuples qui, partant de l'Allemagne, relie l'Europe à l'Orient. Aujourd'hui, une deuxième route des peuples bifurque de la première, route que la Russie revendiquait jadis pour elle seule, mais qui va maintenant vers le Caucase en passant par l'Ukraine. À travers l'Est sibérien passe une troisième route qui, partie de l'Atlantide, franchit d'un bond le continent et donne à l'Europe scandinave une part de la future ligne Londres-Tokyo. Ce sont les problèmes qui sont, pour nous Européens, notre raison de vivre et qui nous donnent, à nous Européens, un droit à vivre en Europe. Mais nous ne pouvons les résoudre que si nous refoulons les petites idées nationalistes dans lesquelles l'égoïsme des peuples voudrait voir dans l'immédiat leur raison de vivre, et si nous tombons d'accord sur le fait que chaque peuple a sa part de ses problèmes, à sa place, mais aussi selon sa force. Les peuples vieux selon leur vieille force, les peuples jeunes selon leur jeune force, non sans entrevoir la chance que les problèmes eux-mêmes aient un effet rajeunissant sur chaque Européen, indifféremment du peuple auquel il appartient, de sorte que nous pourrons tous, au lendemain du jour où la paix sera conclue, recommencer depuis le début notre vie d'Européens. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous aurez aimé la découverte de cette nouvelle figure intellectuelle qui me paraît très importante, et surtout que cette distinction entre peuple jeune et peuple vieux vous aura apporté matière à réflexion. Alors comme je vous l'ai dit, il s'agit de la première vidéo que je consacre à Arthur Müller-Vandenbrouck. Une seconde vidéo est disponible sur mon espace privé. Alors justement, je voulais vous donner quelques nouvelles à ce sujet. Comme je vous l'avais dit récemment, j'ai été banni purement et simplement de Patreon. Il m'a donc fallu penser à une solution de rechange. Et c'est fait, c'est chose faite. Désormais, j'ai maintenant une première version d'un site personnel qui me permet d'héberger, de développer ce contenu supplémentaire. Donc j'en profite d'ailleurs pour remercier très chaleureusement la personne qui a réalisé ce site pour moi. C'était vraiment extrêmement généreux de sa part. Alors, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une première version de ce site, donc certaines choses seront améliorées au fur et à mesure, mais en tout cas, il est désormais possible d'avoir accès non seulement à la seconde vidéo consacrée à Arthur Müller-Vandenbrouck, mais à l'ensemble des vidéos privées que j'ai réalisées jusqu'à présent. Le but pour moi avec ces vidéos privées est, d'une part, évidemment, comme je vous l'avais expliqué dans une ancienne vidéo, de pouvoir vivre de ce travail intellectuel, de ce travail que je vous propose, et aussi une seconde raison, d'aller plus loin avec vous en proposant d'autres vidéos, des vidéos plus poussées, des vidéos parfois plus longues, qui me permettent parfois de développer une réflexion en 2 temps, comme je l'avais fait avec Nietzsche. J'avais proposé 2 vidéos, une en public et une en privé. Eh bien, je le fais à nouveau avec Arthur Müller-Vandenbrouck. Donc sur ces vidéos privées, de nombreux thèmes sont abordés. Il y a des vidéos consacrées à l'esthétique, avec les réflexions sur le beau chez Thomas d'Aquin, l'éducation esthétique de l'homme chez Schiller par exemple. Il y a des vidéos sur des sujets différents comme la douleur chez Hans Jünger ou Sparte et les sudistes chez Maurice Bardèche. Une première vidéo sur les origines de droite de la pensée écologique. J'ai également commencé un cycle sur les penseurs du déclin avec Arthur de Gobineau, donc des vidéos qui peuvent varier d'une trentaine de minutes à 1h20 parfois.
Donc voilà, il y a déjà environ une vingtaine de vidéos qui sont disponibles sur cet espace privé. Si cela vous intéresse de rejoindre cet espace et de découvrir l'ensemble des vidéos que j'ai réalisées jusqu'à présent, je vous mettrai un lien en description de la vidéo pour vous abonner. Alors comme je vous l'ai dit, comme il s'agit d'une première version de ce site, certaines choses doivent être encore réglées manuellement. Donc si vous vous abonnez, eh bien, je vous enverrai un mail dans la journée pour vous donner l'accès au compte que je vous aurai créé. Et comme ça, eh bien, vous aurez accès à l'ensemble de ces vidéos. Et enfin, une dernière chose pour conclure cette vidéo. Si vous voulez découvrir Arthur Müller-Van den Bruck par vous-même, en le lisant directement, tout d'abord, il y a peu de textes de Müller-Van den Bruck qui sont disponibles en français, malheureusement. Pour cette vidéo, si vous voulez approfondir la question des peuples jeunes et des peuples vieux, il y a une édition française, l'édition Pardès, qui est en fait un recueil de textes, La Révolution des peuples jeunes. Il ne s'agit pas exactement de la traduction française du livre Das Recht der jungen Völker, le droit des peuples jeunes. Certaines parties de ce livre se retrouvent dans ce recueil, mais tous les chapitres n'y sont pas. Il s'agit en fait d'un recueil de textes comprenant des parties de ce livre-ci, mais également d'articles sur le prussianisme et le socialisme, des articles que Müller-Van den Bruck avait écrit dans sa revue Gewissen. Il s'agit d'un livre très intéressant qui est doté d'une longue préface d'Alain de Benoît, également consacrée à la biographie de Müller-Van den Bruck et au développement de sa pensée. Donc c'est un texte très intéressant qui fait environ 80 pages. Donc voilà. Donc, évidemment, le livre n'est pas facilement trouvable. Les livres dans cette collection, La Révolution conservatrice, ne se trouvent pas partout. Mais si vous avez l'occasion de le trouver, eh bien, n'hésitez pas. C'est une bonne porte d'entrée pour découvrir ce penseur. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, j'espère.